bonsoir à tous. À la une de ce journal, le président de la République esquive les sujets qui fâchent la communauté internationale lors des vœux de Nouvel An du corps diplomatique. La crise anglophone et la résolution de cet épineux problème n'ont pas été évoqués dans le discours de Paul Biya. Le chef de l'État a surfé sur la géostratégie pour afficher sa volonté de renforcer la coopération économique entre le Cameroun et la Chine. Vous écouterez le président de la République dans ce journal. Et toujours dans l'actualité, le rapport 2018 de la Banque mondiale sur l'extrême pauvreté qui touche encore l'Afrique et l'Asie, les continents les plus touchés par l'extrême pauvreté. Comment en sortir? Quel est l'état des lieux? Nous en parlerons dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Lors des vœux du corps diplomatique au président de la République du Cameroun, aucune évocation n'a été faite sur l'ampleur de la crise anglophone et les résolutions et stratégies gouvernementales mises en place pour résoudre cet épineux problème. Paul Biya, dans son discours, s'est plus appesanti sur Boko Haram, la lutte contre l'insécurité transfrontalière. Il a aussi évoqué sa volonté ferme de renforcer la coopération économique entre le Cameroun, la Chine et les autres dragons d'Asie. Évocation du discours du président de la République lors des vœux de Nouvel An du corps diplomatique avec Mitterrand Dame et Éric Martial Njomo. C'est un regard panoramique que Paul Biya a jeté sur le monde lors de ce discours devant le corps diplomatique. Les tensions et les conflits qui perdurent à travers le monde ont marqué l'entame des propos du chef de l'État camerounais. Du conflit israélo-palestinien à l'impact mondial du terrorisme, il a fait le tour. Force est de constater que l'instabilité qui continue de caractériser les relations internationales laisse la question pendante. Certes, au Proche et au Moyen-Orient, les combats en Syrie et en Irak ne sont plus que sporadiques. Mais le destin de la région restera sans doute incertain aussi longtemps que les deux puissances majeures de la zone ne trouveront pas de compromis viable, comme en témoigne la situation au Yémen. Quant au problème israélo-palestinien, il paraît gelé pour un temps indéterminé. Paul Biya, qui a tout aussi évoqué les grands rapprochements entre les différents blocs antagonistes du monde, n'a pas manqué le sujet sur les changements climatiques. Le réchauffement climatique continue de faire l'objet de vives discussions, même si une large majorité, dont fait partie le Cameroun, reste fidèle aux décisions de la COP 21. La mise en œuvre de l'accord de Paris demeure tributaire de la mobilisation d'importantes ressources, ce qui signifie d'intenses négociations. Sur le Cameroun, Paul Biya a parlé de la nécessité d'une transformation locale des matières premières, toute chose qui devrait booster l'économie dans un contexte mondial marqué par la chute des recettes pétrolières. Pour un pays comme le Cameroun, exportateur de matières premières, dont les cours sont fixés sur les marchés étrangers, il serait sans doute indispensable, comme je l'ai eu souvent l'occasion de le dire, de réduire sa dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Il conviendrait en effet de procéder à une première transformation de la production, de développer le secteur industriel pour réduire les importations, de stimuler les échanges qui demeurent notoirement insuffisants au sein des ensembles régionaux et de prospecter de nouveaux marchés dans le reste du monde. L'on retient aussi que l'année 2019 sera marquée par l'intensification des échanges avec plusieurs pays asiatiques, notamment la Chine et le Japon. Et après les vœux de Nouvel An 2019 du corps diplomatique, le président de la République a reçu les vœux des membres du gouvernement
et les autres corps constitués et les nouveaux ministres promus au sein du gouvernement du septennat des grandes opportunités ont effectué leur première rencontre avec Paul Biya en leur adressant leurs vœux à l'endroit du chef de l'État. Et le président de la République, après cet échange avec les ministres et les différents corps constitués, il a également échangé avec certaines hautes personnalités juste après la cérémonie de réception des vœux de Nouvel An 2019 des corps constitués et des membres du gouvernement. Le président de la République qui a échangé avec le président de la commission du bilinguisme et du multiculturalisme. On l'a également vu s'appesantir durant des échanges avec des généraux et le ministre de la Défense au palais de l'Unité à la fin de la cérémonie des vœux de Nouvel An du corps des membres du gouvernement et des corps constitués à l'endroit du président de la République. Dans le reste de l'actualité, l'insécurité qui prend de l'ampleur à Douala, cette fois-ci, ce sont des hôpitaux qui sont les cibles des cambrioleurs. Ils ont fait irruption à l'hôpital protestant situé au lieu dit Cité Sikh à Douala. Ils ont réussi à importer avec eux une importante somme d'argent, des téléphones portables et traumatiser le personnel médico-sanitaire. Le récit des faits avec Innocent Abega et Xavier Foka. La somme d'environ 700 000 francs CFA, des téléphones portables, un ordinateur ont été emportés, les comptes Orange Money du personnel en place vidés par des malfrats qui ont réussi le sombre exploit de cambrioler à l'hôpital protestant de Dorbati à la Cité Sikh. Il est 3h30 cette nuit du mardi à mercredi lorsque 3 cambrioleurs, dont l'un cagoulé, franchissent cette barrière de l'église évangélique du Cameroun de la Cité Sikh. À l'aide de cette échelle improvisée, ils démontent les volets en vitre de cette fenêtre qui donne dans le magasin et par ricochet au bloc administratif de l'hôpital protestant de Ndorbati. Ils prennent de court et réussissent à bâillonner à l'aide du scotch les infirmiers en service, la caissière et le médecin qui assurait sa toute première nuit de garde et qui à l'occasion a essuyé quelques coups au passage. Ils démontent les serrures du bureau du médecin cardiologue, de la caisse, des pharmacies, réunissent et emportent leur butin. Alertés, les éléments de la police judiciaire ont effectué une descente au petit matin et relevé les indices. Une enquête est désormais en cours. L'insécurité a également atteint son paroxysme en Konsamba, dans le département du Mungo. Là-bas, les populations sont confrontées à des agressions, cambriolages à ciel ouvert. Elles attirent l'attention des pouvoirs publics afin que ce fléau soit réduit et qu'elles puissent vaquer tranquillement à leurs activités. Des précisions avec Cyril Djemba et Isabelle Carole Zoupet. Il ne fait plus bon vivre dans la ville de Konsamba, précisément au quartier 8. Ceci s'explique par l'insécurité qui ne cesse de prendre de l'ampleur dans cette localité au grand malheur des populations. Dès la tombée de la nuit, les hors-la-loi sèment la terreur dans les rues, espaces marchands et domiciles. Ici, dans la nuit, il y a les agressions et puis plus souvent vers le foyer Bangoala. Ici au marché, on nous a vidé le magasin jusqu'à nous. On a même fait le magasin pour se diriger dans la maison des gens pour se protéger. Dans une semaine, on nous a vidé par 2 fois. Donc là où nous sommes, même le capitaine n'a plus parce qu'on souffre. Mais voici à des repas de l'hôpital. Oui. Mais si l'enfant ou moi tombe malade, on ne peut pas sortir. Pourquoi? Parce qu'il y a les mauvais gens. On fume des gens indiens, tout aux alentours, à côté de l'hôpital ici. Là. Les populations dénoncent le manque d'éclairage public qui aggrave la situation et aussi les véhicules abandonnés sur la voie publique qui servent de refuge à ces malfrats. La nuit, c'est sombre. C'est sombre. Il n'y a pas la lumière. Il n'y a pas les infos sur ça. Alors qu'il y en avait. Les bandits ne nous laissent pas ici, là. Tellement qu'il y a les sombres. Les populations de Konsamba exhortent les autorités compétentes à trouver urgemment une solution efficace et radicale à ce problème d'insécurité qui perdure depuis plusieurs années.
Les conditions de commercialisation des produits vivriers suscitent des inquiétudes dans plusieurs localités situées dans la région du centre. Dans ces villages, ces produits agroalimentaires sont exposés à même le sol. Du coup, ils sont exposés également et du coup, ils provoquent des maladies hydriques chez les consommateurs et très peu de sensibilisation a été effectuée auprès des commerçants. C'est le constat que font Charles Melingui et Ike Cyril dans ce reportage. Des produits de grande consommation installés à même le sol, d'autres vendus à l'air libre, à la merci des intempéries, dans les marchés du département de la Haute-Sanaga, région du centre. Ce n'est pas sans danger sur la santé des consommateurs. Quand je me rends à une boutique, je tiens toujours cela. Je cherche toujours à vérifier la date de péremption. Si le produit est périmé, moi je ne prends pas. Je demande à être remboursé. Qu'il s'agisse de Nanga et Boko ou de Mbanjok, où le cacao par exemple est conservé dans des sacs non conventionnels, la situation est préoccupante. Le délégué départemental du commerce pour la Haute-Sanaga s'impose une descente dans les différents marchés du département, question de tirer la sonnette d'alarme et rappeler les commerçants à l'ordre. Le message que nous avons surtout porté, c'est celui de la sécurité du consommateur, la confiance du commerçant et puis le rôle régulateur du ministère du Commerce. Une séance de travail est organisée après le tour des espaces marchands. Les commerçants en profitent pour égrener leur chapelet de doléances. Nous avons eu un problème de logistique en ce qui concerne le conditionnement du cacao. Les sacs jute qui sont recommandés par le ministère sont inexistants sur le terrain. C'est pour ça que cette année, nous utilisons les sacs nylon qui malheureusement ne correspondent pas à la norme. Les taxes sont parfois prélevées sans tenir compte du contexte du milieu, parce que la loi peut déterrer des contextes. Parce que si on peut sanctionner un commerçant de Major à la hauteur d'un commerçant de Yaoundé, c'est que Major doit mourir. Entre les consommateurs qui craignent pour leur santé et les commerçants qui évoquent des difficultés liées à l'exercice de leurs activités, dans le département de la Haute-Sanaga, les autorités du ministère du Commerce jouent les sapeurs-pompiers. C'est du bon couscous ici. Très bon couscous. Parlons à présent d'une autre ville située en zone rurale et confrontée à une montagne d'ordures ménagères. C'est la ville de Garoua-Boulaye dans la région de l'Est. Et le marché central est la zone la plus touchée et la plus concernée par ces ordures ménagères, des populations qui s'en plaignent, des commerçants qui vendent des produits agroalimentaires à proximité de ces montagnes d'ordures ménagères, exposant ainsi les consommateurs à d'importantes maladies et des maladies graves. Et l'on constate également du côté de Garoua-Boulaye que des jeunes se sont mobilisés pour essayer, tant bien que mal, de réduire l'insalubrité dans la ville de Garoua-Boulaye, dans la région de l'Est. Reportage Benjamin Essam. Ville frontalière située dans le département du Lomé-Dierem n'est pas un exemple sur le plan de la propreté. Les rues, le marché et les quartiers étouffent de poubelles. Malgré des efforts quotidiens de la commune, l'insalubrité perdure. Afin de permettre à cette ville frontalière et hospitalière de respirer l'air pur, les jeunes de Garoua-Boulaye réunis en association ont décidé de mettre la propreté dans la cité. L'objectif principal pour nous était de pouvoir conscientiser la communauté au niveau de la localité de Garoua-Boulaye quant à la nécessité que chaque personne au niveau le plus petit prenne conscience de son engagement, de l'importance de son engagement dans la gestion de nos déchets. Cette journée citoyenne locale en partenariat avec la commune de Garoua-Boulaye s'est déroulée en un lieu stratégique, le marché central. Vous savez, le marché central de Garoua-Boulaye, c'est un marché qui, au-delà de Garoua-Boulaye, ravitaille également le pays voisin. Et vous savez, nous savions qu'en posant un acte dans un marché aussi public que Garoua-Boulaye, certainement nous aurons atteint la population dans une certaine dimension. Et nous sommes assez satisfaits de ce premier objectif.
Ces jeunes volontaires ont non seulement mis la propreté, mais aussi sensibilisé les commerçants sur la nécessité de faire de Garaboulaye une ville propre. Nous sommes entrés au marché, le marché était sale et nous avons rendu ce marché propre. Et pour moi, c'est une association qui doit vraiment exister dans cette ville pour que nos frères voient. La propreté n'est pas une affaire d'une seule personne. C'est-à-dire, quand on verse les ordures n'importe où, ça peut nuire le voisin, ça peut te nuire personnellement, ça peut nuire tes enfants. Cette action citoyenne qui va se poursuivre dans les quartiers est déjà appréciée des responsables de la commune de Garaboulaye. Je trouve cette action vraiment très bien, elle s'est bien passée. Elle a permis à la population de comprendre le bien fondé de l'hygiène et de la salubrité dans la ville de Garaboulaye. Je pense qu'il faut qu'on multiplie de telles actions, qu'on maximise pour que l'arrondissement de Garaboulaye puisse atteindre le niveau des autres communes qui sont déjà en avance. Reste que les commerçants de ce grand marché maintiennent la propreté autour de leurs étals. L'Afrique et l'Asie sont les parties du monde les plus touchées par l'extrême pauvreté. Je vous le disais en titre, près de 736 millions de personnes démunies en souffrent dans le monde. Et la Banque mondiale préconise dans son rapport une stratégie de partage de la prospérité afin de réduire d'ici 2030 l'extrême pauvreté en Afrique et en Asie. D'autres précisions avec Jean-Paul Chouniat. Dans son récent rapport couvrant la période 1990 à 2015, la Banque mondiale classe l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud en tête des régions du globe, abritant 85% de la pauvreté mondiale, soit près de 736 millions de personnes vivant dans une extrême pauvreté. Pour étayer ces données, la Banque mondiale cite 5 pays les plus peuplés comme les principaux foyers de cette extrême pauvreté. Nigeria, Éthiopie, République démocratique du Congo en Afrique, Bangladesh et Inde en Asie, avec 170 millions de pauvres. Pour le pays de Mahatma Gandhi, estimé à près du quart de la pauvreté mondiale, au-delà de la misère ambiante aussi observée dans des pays d'Amérique latine, la Banque mondiale relève un accroissement significatif de l'extrême pauvreté dans les régions en conflit. La guerre en Syrie et au Yémen a fait doubler le nombre de pauvres au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, passant entre 2013 et 2015 de 9,5 millions de pauvres à 18 700 000 en 2 ans, estimé à 8,6% de pauvreté dans le monde. La Banque mondiale mise sur une prospérité partagée pour éradiquer la pauvreté sur la planète d'ici 2030. Les principes d'inégale répartition des richesses plus que d'actualité. La Banque mondiale suggère une augmentation annuelle d'au moins 8% des revenus de 40% des pauvres de la planète pour espérer atteindre l'objectif zéro pauvreté à l'horizon 2030. Plus que 11 années pour relever un défi qui urge aussi pour un pays comme le Cameroun, une population croissante et de plus en plus frappée d'une extrême pauvreté des masses qui peine à se nourrir, se soigner, se loger par 7 ans d'une guerre en zone anglophone, un gouffre à sous pour les ressources de l'État. Cette escale internationale, la Cour pénale internationale se prononcera le 15 janvier 2019 sur les demandes de liberté provisoire et d'acquittement de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo ainsi que de Charles Blé Goudé, poursuivis pour crimes contre l'humanité, des crimes commis en Côte d'Ivoire entre 2010 et 2011. Et les mises en cause ont toujours clamé leur innocence. Leur procès dure depuis janvier 2016. L'attribution de la CAN 2019 à l'Égypte n'a pas entamé la détermination du Cameroun à organiser une édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Sur les chantiers, la pose de la toiture est achevée au stade Paul Biya, situé à Olembe, près de Yaoundé. L'heure est désormais à l'aménagement de la pelouse. Le constat a été fait lors d'une évaluation faite par le gouverneur du centre. Des précisions avec Élisée Bogba et Marcelin Gansop. C'est à n'en point douter l'une des avancées visibles du projet de construction du stade Paul Biya d'Olembe. Il est désormais aisé de marcher sur la pelouse de l'un des stades annexes. Les travaux se poursuivent sereinement d'après les assurances données par les responsables de l'entreprise Piccini. Comme on peut le voir en arrière-plan, le gazon est aujourd'hui terminé.
il continue de pousser, on est en train d'enlever les mauvaises herbes, enfin on est vraiment en finale. Et on a donc attaqué la piste d'athlétisme qui est autour. Donc on est en train de finir les derniers drainages pour la piste d'athlétisme. Et dans les jours qui viennent, on va mettre donc les fondations de la piste et de mettre la piste. L'autre annexe est un petit peu plus en retard, mais la piste d'athlétisme sera faite dans la foulée de celle-là. Quant au stade proprement dit, les travaux ont également connu une réelle évolution depuis la dernière visite du président du comité de site. Notamment la toiture qui était un élément un petit peu clé. On a fini de démonter la grue qui occupait le terrain principal notamment. Et donc maintenant on est en train donc, de finaliser la passerelle autour de la toiture, dans laquelle est accrochée toute la partie sonore et lumineuse. Et donc nous allons démarrer d'ici moins de 2 semaines le terrain principal. Dans les autres compartiments, ça bouge également. Aujourd'hui donc on est en train de finaliser également, par exemple dans le stade principal, les ascenseurs. On a commencé, il y en a déjà deux qui sont montés et 2 qui sont en montage actuellement. Et on est en train de finaliser aujourd'hui les câblages et les faux plafonds en attendant de poser donc ce qu'on appelle les accessoires qui soient sanitaires ou les accessoires électriques. Une évolution que le président du comité de site et sa délégation ont touché du doigt avec satisfaction, en souhaitant que Pétigny continue à appuyer sur l'accélérateur. Quand on était ici, on était autour de 30 000 chaises. Maintenant, nous sommes à plus de 50 000 chaises déjà fixées. Il reste les chaises VIP qui ne peuvent pas être fixées actuellement. Nous sommes là pour continuer à suivre sur le terrain l'évolution de ces chantiers. Petit à petit, nous faisons les bons chemins pour la CAN programmée au Cameroun. L'attribution définitive de la CAN 2019 à l'Égypte est venue clore tous les débats. L'heure n'est plus aux spéculations inutiles, mais bel et bien au travail. Ici, le stade Paul Biya d'Olembe, Élisée Borba, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. Et sur le stade Paul Biya et ce complexe sportif attendu à Olembe, près de Yaoundé, je vous propose d'écouter le gouverneur du centre, par ailleurs président du comité local chargé du suivi de la construction de cette infrastructure sportive destinée à abriter une CAN au Cameroun. Il fait le point sur les mesures prises afin d'accélérer les travaux. Je vous propose de suivre Paul Nasseri Beya, gouverneur du centre. Il y a d'abord les voies d'accès qui n'ont rien à faire avec le stade, c'est-à-dire les voisinages, Faugerolles, Olembe Village et autres. Là, les indemnisations, nous avons payé ces indemnisations, ça fait 2 semaines. Évidemment, il y a des réclamations, mais nous avons payé la majorité des gens. Et les réclamations, nous sommes en train d'étudier cas par cas. Les autres voies d'accès qui sont proches au stade, vous avez trouvé que c'est en train d'être fait. Donc on n'a pas de soucis avec la société Razel. C'est que je voulais utiliser cette média pour informer ces populations. Parce que nous avons constaté que d'autres personnes pensent que le montant qui avait été payé ne suffisait pas. Or, nous suivons les textes. On ne peut pas payer plus que ce que le texte demande. Si c'est une négociation d'homme à homme, ça peut être autre chose. Mais ce que le texte prévoit, en cas d'indemnisation, c'est ça qui est respecté par la Commission. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20 h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Vœux de nouvel an 2019 au chef de l'État, blackout sur la crise dans les régions nord-ouest et sud-ouest. Le président de la République s'est davantage appesanti sur les relations internationales, la montée de l'extrémisme dans le monde, et il a clairement indiqué la nouvelle direction de la politique économique internationale du Cameroun, à savoir le renforcement de la coopération entre Yaoundé et Pékin et toujours conserver les rapports avec l'Union européenne. Il a cité aussi l'intérêt pour le Cameroun de densifier sa coopération économique avec les dragons d'Asie. Serge Alain. Voilà, peur sur l'hôpital protestant de Ndorbat. Les brigands sautent sur cet hôpital, il faut le dire.
les hôpitaux qui deviennent de plus en plus la cible de ces bandits. Vous avez suivi comment ils ont traumatisé le personnel médico-sanitaire qui était de garde afin d'assurer le suivi et la prise en charge médicale des patients. Les forces de police qui sont arrivées au petit matin, les événements se sont déroulés autour de 3 heures. La nécessité de renforcer la sécurité dans la ville de Douala se pose avec acuité. Serge Alain. Vous dites que la police est arrivée à quelle heure? Ils sont arrivés au petit matin selon les informations données par les différents personnels en service dans cet hôpital. Merci Cédric Noufélé. Madame, Monsieur, c'est donc l'essentiel et qui nous soit deuxième partie. Le temps du